Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez certainement dû le voir dans le titre de la vidéo, je vais faire un top et flop de toutes les lectures que j'ai appréciées ou moins pendant cette année 2022. Alors, il n'y a pas de classement du meilleur au moins bon, on va dire, c'est juste un classement comme ça des 5 flops que j'ai lus pendant cette année et des 10 tops, donc des 10 meilleures lectures que j'ai préférées pendant cette année. On va commencer tout de suite par les flops parce qu'il n'y en a donc que 5, donc ça va aller un peu plus vite. Alors en premier lieu, il s'agit d'un thriller policier que j'attendais pourtant avec la plus grande des impatiences parce que le titre, parce que la couverture et parce que le résumé me donnait tellement envie de le découvrir que peut-être c'est pour ça que j'ai été déçue, j'avais tellement d'attentes que finalement ça a fait un flop, c'était plutôt plat. Il s'agit de Le Sanatorium de Sarah Pierce. Et j'ai été très déçue, malheureusement. Pas spécialement par la plume de l'autrice, parce que je la découvrais avec ce livre, mais plutôt par, peut-être oui, les attentes que j'avais de ce livre. J'avais, je ne sais pas, cette ambiance sanatorium, ce huis clos oppressant qui avait l'air incroyable, digne d'un Shining, et ces expériences qui avaient l'air d'avoir à l'intérieur. Et en fait, il n'y a rien eu de tout ça. J'ai été très triste parce que l'ambiance était très plate. Finalement, les révélations, elles arrivent à la fin jetées à la figure du lecteur. Il n'y a rien à part une héroïne qui malheureusement est plus agaçante et bourrée de phobies qu'autre chose. Et on se demande même comment elle arrive à progresser au fil de l'histoire, parce que avec tous les phobies, tous les problèmes qu'elle se crée et toutes les émotions contradictoires qu'elle a, on se demande comment elle arrive à progresser. Et moi, en tant que lectrice, j'étais un petit peu dubitative face à tout ça, et je pense que c'est ce qui m'a fait pêcher un petit peu, et malheureusement ne pas plus apprécier que ça ma lecture. Alors j'ai vu que Sarah Pierce avait sorti un autre roman, je ne sais pas si c'est la suite de Le Sanatorium, en tout cas, je vais tester, je vais réitérer, voir si c'est finalement la plume de l'autrice ou son style qui ne me convient pas, ou si c'était un cas isolé avec Le Sanatorium. À voir si je le découvre donc cette année. J'avais également lu dans le cadre d'un des challenges littéraires de cette année Le complexe de l'ornithorynque. Je crois que c'était ça le titre, j'ai un doute, mais de toute façon, la couverture, je vous la pose juste ici pour que vous puissiez avoir un visuel, parce que ces livres-là, je les ai lus soit en version e-book, soit je les ai redonnés à ma médiathèque depuis. Et Le complexe de l'ornithorynque, j'avoue n'avoir pas du tout accroché. Le style était certainement trop young adulte pour moi, voire même trop adolescent, même pas young adulte, parce que la psychologie des personnages était vraiment creuse, voire absente. Et surtout, leur logique était absente. C'était le néant total. Je me souviendrai toujours de cette scène où la jeune fille est dans un fauteuil roulant. Elle est persuadée d'avoir été mise enceinte presque par le Saint-Esprit. Donc elle est persuadée qu'elle va être maman, qu'une vie grandit en elle. Et ce passage où un photographe arrive, la prend en photo, elle se met à hurler comme quoi le photographe vient de tuer son bébé à cause du flash. Comment vous dire que là, non, ça ne passe pas à niveau crédibilité, c'était beaucoup trop pour moi, donc non. Non, j'ai pas du tout adhéré. Alors peut-être que je suis trop adulte, entre guillemets, ou pas assez crédule pour ce style de lecture, mais ça l'a pas fait du tout. Non, non, cette scène-là, elle est restée gravée dans ma tête en mode waouh, mais je suis en train de lire quoi là, c'est pas possible. Donc bref, je suis pas là pour être méchante, ni casser les auteurs, ou ni casser le style d'écriture, je suis uniquement là pour vous faire part de mon ressenti, et là mon ressenti c'était que ça ne l'a pas fait du tout. Donc bref, l'ornithorynque, non, ça, c'était pas ça. Ah oui, on en arrive à Vor. Vor, où, un petit peu comme Le Sanatorium, j'avais placé énormément d'espérance dedans, je pense, de par sa couverture très jungle, mystérieuse, de par les échos que j'en avais eu, que c'était une révélation, un style unique, une aventure complètement folle, complètement mystique, complètement à part de tout ce qu'on a pu lire. C'était tellement à part que c'est mon seul, unique abandon de l'année 2022. Première fois en plus que je fais ça, d'habitude je n'abandonne jamais mes lectures, parce que j'ai toujours ce petit espoir et cette petite crainte de « mais si j'arrête maintenant alors que ça va commencer juste après là où je me suis arrêtée, mais je vais être frustrée de ne pas savoir ce qui se passe, ou d'avoir abandonné alors que ça allait commencer ». Donc, en général, je continue mes lectures, mais là, non, je n'y arrivais vraiment pas.
outre le fait que c'est quand même un bon petit pavé qui fait, je ne sais plus, 600 pages peut-être, quelque chose comme ça, donc une lecture assez conséquente, et une plume tellement lourde, tellement riche point de vue lexical, tellement riche point de vue univers à placer, et beaucoup trop pompeuse à mon goût. C'était lent. Au bout de 150 pages, il n'y avait toujours rien, à part des explications un petit peu alambiquées qui perdent un peu le lecteur, et moi ça m'a trop perdu. J'étais pas dans le mood, j'étais plus dans la réflexion, j'étais plus dans la lecture, j'étais complètement à part. Donc je me suis dit, ça veut dire que là, c'est plus possible, je ne peux plus continuer, je ne suis plus du tout dans la lecture, je ne comprends rien entre guillemets à ce qui se passe, donc je vais arrêter là. Je reprendrai peut-être à un autre moment quand le mood y sera un peu plus, peut-être quand je serai plus posée, que j'aurai plus le temps de lire un énorme pavé comme ça, où il faut être bien accroché et bien attentif à la lecture pour bien tout comprendre. Pour le moment, moi, ça ne l'a pas fait. Je pense que je suis passée complètement à côté parce qu'il y a des gens qui sont sous le charme complet de Vor. Pas moi. Je me suis perdue dans la forêt de la Vor, oui, justement. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié, parce que moi je suis passée complètement à côté. Le dernier roman parmi les flops, parce qu'après le dernier titre que je vous citerai, ce sera une BD. Le dernier roman donc que j'ai moins apprécié cette année, c'était Iresumi. Pourquoi ? Parce que, pareil, je pense que je m'étais fait un film dans la tête avec cette enquête policière dans le Japon des tatouages, des yakuza, où il y a une femme qui a un dos complètement tatoué avec une scène de la mythologie japonaise, femme qui va être retrouvée morte, mais complètement démembrée, et la personne qui a tué cette femme a volé carrément son torse pour récupérer le tatouage. Je me suis dit, waouh, ça a l'air énorme! Cette thématique du tatouage japonais avec un vol de corps pour pouvoir le conserver, je me suis dit, ça a l'air incroyablement bien, ça a l'air incroyablement chouette, ça a l'air passionnant. Pas du tout. Non. C'était terriblement plat, malheureusement, c'était terriblement frustrant et triste d'arriver à la fin et que un Sherlock Holmes japonais arrive 30 pages avant la fin et dit en fait c'est ça, ça, ça et ça, la police vous êtes nuls, vous avez rien compris, c'est lui le tueur. Ok. Merci monsieur, engagez-vous dans la police. Qu'est-ce que... Non. Non, ça l'a pas fait du tout. 300 pages pour qu'en 30 pages ce soit expédié par un type lambda qui vient d'apparaître. Non, non. Désolée, c'était pas pour moi. Peut-être que pareil, j'avais mis trop d'espérance dans ce livre, je ne sais pas, mais en tout cas, malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi, pour celui-ci. Et donc le dernier titre de mes flops, ça va être Urbex, qui est une BD. Alors c'est pas le design que je n'ai pas aimé, j'ai trouvé ça au contraire mignon, bien dessiné, avec une colorisation aboutie, avec une histoire qui pouvait être intéressante en mêlant de l'urbex à du fantastique, ou des personnes qui vont rentrer dans une bâtisse abandonnée, et ils vont se retrouver à avoir des visions étranges de jumelles, qui m'a fortement fait penser une fois de plus à Shining, avec des chiens enragés qui n'existent pas, avec une bâtisse qui disparaît pendant le jour. Ça avait l'air incroyablement chouette et poussé, mais ça ne l'a pas fait, point de vue que le côté fantastique était un peu trop barré et alambiqué pour moi par certains moments. Je ne peux pas, entre guillemets, vous le décrire sans vous spoiler, parce que vous allez complètement comprendre le fil de l'histoire avant même d'avoir entamé le livre. Donc cette partie un peu fantastique était un peu trop perchée, on va dire, pour moi, mais c'est surtout la partie urbex qui m'a fortement déplu. Je suis archi fan de l'urbex en tant que spectatrice. J'aime beaucoup regarder les photos, les vidéos, les aventures de ces urbexeurs et urbexeuses qui trouvent des lieux magiques. Et en tant que pratiquante d'urbex, je suis outrée de voir ce que l'auteur a mis en avant dans cet urbex. Je pense que l'auteur ne sait absolument pas ce que c'est, malheureusement, ne le pratique pas et n'a aucune idée des lois qui régissent l'urbex. J'ai l'impression que malheureusement il s'est servi de ça pour pouvoir implanter son décor, ce qui était très bien en soi, mais que, comme il ne connaît pas ce monde, il se permet des choses qui sont fausses, qui sont non tolérées dans la pratique de l'urbex et qui peuvent donner une mauvaise image des urbexeurs
et des futurs peut-être urbexeurs qui vont lire en disant « Ah ben, on a le droit ». Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de rentrer dans une bâtisse qui est abandonnée en fracassant un cadenas. On n'a pas le droit de rentrer dans une bâtisse abandonnée en démolissant une porte, un volet ou pour créer une entrée. On n'a pas le droit de faire ça. Le maître mot de l'urbex, quand on rentre dans un lieu comme ça abandonné, c'est déjà qu'il faut savoir que c'est fortement interdit parce que cette bâtisse appartient à quelqu'un et donc que c'est une violation de propriété. Donc on fait tout pour être discret et pas fracasser la moitié du bâtiment. Déjà. Donc les maîtres mots de l'urbex, c'est on rentre, on regarde, on s'imprègne et on ne touche à rien. On ne laisse que des pas et de la poussière derrière nous. C'est tout. Donc, les premières bulles où je vois ces deux enfants pénétrer dans un bâtiment avec une cisaille pour couper le cadenas et défoncer une vitre pour pouvoir rentrer, c'est pas possible. C'est là que je me suis dit non, l'auteur n'y connaît malheureusement rien à l'urbex et il donne une mauvaise image de cette pratique. C'est pas possible. Mon cœur d'urbexeur hurlait à la frustration, hurlait à la mécompréhension. C'est un non catégorique. C'est dommage parce qu'il y avait une bonne idée, mais là, pour moi, c'était pas possible. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré parce que le support de la BD se porte bien à ce genre d'histoire et parce que l'histoire derrière est quand même pas trop mal, mais pour moi, c'est pas possible. C'est un non catégorique parce que l'auteur n'a malheureusement pas compris ce qu'était l'urbex. C'est un milieu très fermé, c'est un milieu très secret, c'est un milieu qui a ses codes, et les transgresser comme ça dès les premières cases, ce n'est pas possible. Donc, je vais arrêter ici de m'énerver, entre guillemets, pour une BD dont l'auteur ne me connaît absolument pas et ne verra probablement jamais cette vidéo, mais sachez qu'en tout cas, moi, urbex, ça ne l'a pas fait. Dites-moi dans les commentaires si ces flops, vous les avez lus, si pour vous c'est un flop aussi, ou si ça a été un top, qu'on puisse échanger, débattre, savoir qu'est-ce qui vous a plu de moi, qu'est-ce qui m'a déplu, qu'on puisse échanger comme ça, avant de passer maintenant à ma série des tops. Pareil que pour les flops, je n'ai pas fait de classement particulier du premier ou vraiment meilleur que j'ai préféré. Pour moi, je les ai tous aimés, et je me suis rendu compte qu'il y avait de tous les genres, et assez peu finalement de thrillers. J'étais très étonnée. Alors j'en ai lu assez peu cette année, c'est vrai, mais ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres genres, à des nouveautés totalement inattendues, et à des coups de cœur inattendus également. Notamment le premier que j'ai lu, c'est un contemporain, c'était mon premier de l'auteur, et mon premier du genre, et je suis tombée sous le charme de la plume, de l'ambiance, des personnages, du pays, bref, j'ai adoré Vers le soleil de Julien Sandrel. C'était un bijou ce petit livre. C'était beau, c'était triste, c'était touchant, c'était bouleversant. Cet homme et cette petite fille, que rien ne relie ensemble, ils ne sont pas liés par le sang, c'est juste un acteur qui se fait passer pour un membre de la famille pour que cette petite fille puisse avoir une figure paternelle et masculine à qui s'identifier, à qui se confier. Et finalement, quand la mère de cette petite va se retrouver bloquée sous le pont de Gênes quand celui-ci s'est écroulé, et que cet homme comprend que si jamais sa mère ne réapparaît pas, il n'a aucun droit sur cette petite fille, qu'aucun lien ne relie finalement à elle, parce que ce n'est pas de sa famille, alors qu'elle le croit. Et est-ce que ces mensonges dans lesquels ils se sont empêtrés, il va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'il va la garder pour lui? Est-ce qu'il va tout lui révéler? On va être dans une espèce de spirale infernale, tellement belle, tellement touchante entre ces deux êtres brisés qui sont au mal d'amour par moments, mais qui sont tellement touchants, tellement bouleversants. C'était très très beau. La plume de Julien Sandrel m'a convaincue et j'ai tellement hâte et envie de lire les autres œuvres qu'il a fait. J'ai vu qu'en plus il y en avait qui étaient faites en BD, La Chambre des Merveilles si je ne me trompe pas, et que ça allait même être adapté en film ou en série, je ne sais plus. Mais celui-ci me hype de fou. Comme beaucoup d'autres de ces titres, cette année j'ai envie d'en lire un ou deux, je ne sais pas encore, mais j'ai envie de renouveler l'expérience et de lire à nouveau Julien Sandrel. Je vais continuer avec les livres dont je n'ai pas la version papier sous la main, donc ça je vous fais les inserts juste ici, et le suivant c'est Sarà perché ti amo de Serena Giuliano. J'ai envie de dire, comme chaque année, je lis mon Serena Giuliano quotidien, et comme chaque année, j'aime beaucoup ce que j'ai lu, et celui-ci n'a pas dérogé à la règle.
Même si ce n'est toujours pas mon préféré, il n'arrive pas à détrôner pour le moment Ciao Bella que j'avais adoré, parce que c'était ma première découverte de la plume de l'autrice, de son univers. Mais justement, cet univers, on sent que chacun des livres est connecté entre eux, qu'il y a toujours une petite référence, une petite anecdote au livre précédent, qu'il y a un personnage qui revient, qu'il y a un jeu de mots qui est pas loin, qu'il y a une ambiance, qu'il y a un lieu, bref, tout est connecté. Serena respire une fois de plus la joie de vivre, arrive à traiter des sujets lourds, des sujets qui sont importants, qui sont sérieux, qui sont même graves parfois, et arrive à les englober dans une sphère familiale ou amicale, toujours portée par le soleil de l'Italie. Et quel dépaysement, à chaque fois, c'est tellement agréable de lire ce qu'elle fait. Moi j'aime beaucoup, et elle n'a pas changé pour celui-ci. Franchement, c'était un régal, et j'ai déjà hâte de découvrir quel prochain titre elle va nous sortir cette année pour 2023, parce que évidemment que je vais me ruer dessus et que je vais lire ma dose de soleil italien quotidien. Dans un tout autre genre, j'ai adoré Les Fleurs Sauvages de Holly Ringland. C'était tellement beau. Déjà la couverture, parce que j'étais très faible face à une couverture fleurie, oui, mais par le message touchant qu'il y a derrière, d'une petite fille qui a perdu ses parents, qui se voit recueillie par sa grand-mère ou sa grand-tante, je ne sais plus trop, et que cette femme tient une ferme de fleurs. Et dans cette ferme de fleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont là pour échapper à un passé, pour fuir un avenir, pour oublier le présent, qui ont toutes vécu quelque chose de grave, de lourd, et qui vont essayer, avec ces fleurs, d'aller mieux. Et cette petite fille va essayer, va vivre parmi des secrets, va craquer, va essayer de vivre sa propre vie, va essayer de comprendre ce qui se passe entre sa propre histoire, son propre passé et celui de ses femmes et de sa tante, ou de sa grand-mère, je ne sais toujours plus. Bref, c'était beau. La plume était riche, était belle, était pleine des senteurs des fleurs de l'Australie, des paysages rougeoyants de la terre chaude de ce milieu incroyablement beau, qui appelle à l'aventure, qui appelle à la saveur de ce pays, aux odeurs qui avaient l'air tellement envoûtantes. Bref, je me suis perdue sur les terres rouges australiennes. Parmi toutes ces fleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, beaucoup aimé la plume, et franchement c'était un régal, une très très belle aventure. J'ai enfin pu lire le premier tome de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Depuis le temps que je voulais commencer cette saga, et que j'avais un peu peur de la commencer également parce que je me disais, ça a l'air bien, la couverture m'appelle, le résumé m'appelle, l'ambiance m'appelle, est-ce que je vais aimer ? Et oui, j'ai adoré cette lecture. Je me suis régalée de bout en bout, dans un style où, entre guillemets, il pourrait ne rien se passer pendant quelques chapitres, juste des dialogues, des faits quotidiens de la vie de tous les jours, mais la plume de Anne Jacobs fait que ces petits riens du quotidien nous happent, nous emmènent dans la vie des protagonistes de cette demeure, dans leur vie, du personnel de la maison, dans celle des riches propriétaires, dans cette petite sphère qui s'est créée dans cette demeure, et on a envie de continuer, de lire, de tourner les pages, de savoir ce qui va se passer, on tremble avec eux, on est énervé par certains caractères ou comportements, on est déçu par d'autres, on est envahi de joie par encore d'autres. On passe par tout un panel d'émotions que moi j'ai trouvé très agréable, un premier tome très concluant, qui me donne envie de lire la suite et qui me donne en même temps des craintes en me disant j'ai adoré le premier, il y a encore d'autres tomes derrière, 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Est-ce qu'ils vont être à la hauteur du premier ou est-ce que ça va retomber ? Est-ce que la magie du premier tome va s'estomper ? Je ne sais pas. J'ai très hâte de découvrir un autre tome parce que le premier m'a convaincu, c'était très beau, je me suis régalée avec la plume de Anne Jacobs et j'ai envie de retourner à la villa aux étoffes. Et le dernier livre que je n'ai pas en version physique, on revient à un bon vieux thriller et une bonne découverte. Il faisait partie des auteurs dont je m'étais dit il faudrait que je découvre un écrit dans l'année 2022. Ça y est, c'est fait. J'ai lu mon premier, Olivier Norek, avec Surface, et j'ai adoré cette lecture. C'était tellement prenant, tellement addictif. Dès les premières pages, j'ai cru déceler, on va dire, la même sensation addictive qu'avec Franck Tillier. J'ai lu
une page, puis deux, puis le premier chapitre, et tout s'est enchaîné et j'avais fini le livre. Alors, la mise en page aide beaucoup parce que c'est très aéré, c'est d'une police d'écriture assez grosse avec un interligne important, donc on mange les pages sans s'en rendre compte. Et l'enquête est tellement addictive et tellement prenante, on est avec cette enquêtrice, on a envie d'aller jusqu'au bout, on a envie de percer tous les secrets, les mystères de ce petit village aveyronnais, on a envie de connaître ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ces disparitions, pourquoi ces corps reviennent à la surface, comment l'enquêtrice va surmonter ses épreuves personnelles, comment elle va elle-même refaire surface par rapport à ses démons, par rapport à ses fantômes du passé, par rapport à ses craintes de l'avenir. Oh, c'était génial! La plume de l'auteur est fabuleuse. Je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir d'autres de ses écrits, de tous les dévorer, de tous les enchaîner, parce que, en tout cas, Surface, moi, m'a convaincue. J'ai adoré la plume, j'ai adoré la couverture, j'ai adoré l'enquête, j'ai adoré la sensation addictive qu'il y avait derrière. C'était incroyablement bien. Donc, c'est sûr que 2023, je vais lire d'autres Olivier Norek, évidemment. Et j'ai qu'une hâte, c'est de choisir ma prochaine lecture de cet auteur, parce que j'aime beaucoup et j'ai envie de renouveler l'expérience avec lui et avec son esprit machiavélique. On continue, mais cette fois-ci avec les versions physiques, comme ça je vais pouvoir proposer un support. Et le premier que j'ai sous la main, il s'agit de Que la mort soit douce de Laetitia Danaï. Pareil, première découverte de cette plume, de cette autrice et de cette maison d'édition. 3 en 1. Et qu'est-ce que c'était chouette! J'étais intriguée par cette aventure de la Santa Muerte, avec qu'est-ce qui se passe un petit peu après la mort, qu'est-ce que c'est que ces personnes qui arrivent à voir les fils de vie des autres, qui peuvent en jouer, qui peuvent les utiliser en bien comme en mal, pour les guérir comme pour les faire mourir. Ça m'intriguait beaucoup. Ce folklore mexicain, je ne l'ai pas retrouvé beaucoup finalement dans les lectures que j'avais faites jusqu'à présent. Donc je voulais totalement découvrir l'univers qu'elle nous avait créé, sa plume également, parce que donc c'était le premier livre que je lisais d'elle, et j'étais tombée sous le charme. Incroyable. Très beau. C'est déjà la couverture une fois de plus, mais pas que la couverture. La mise en page complète est incroyable, avec des chapitres magnifiés par un croquis à chaque fois, des numéros de page également magnifiés par une fleur, des sensations incroyables tout au long de ce récit et d'une fin en cliffhanger terriblement frustrante qui n'appelle qu'à avoir le tome 2 entre les mains. Tome 2 que j'ai eu en cadeau à mon anniversaire et que j'ai une folle envie de découvrir parce que cette fin, Laetitia Danaï a très bien réussi son coup. Elle a réussi à happer le lecteur du début à la fin, à lui faire fomenter des hypothèses, à se poser des questions, à jouer avec les personnages, à aller en même temps qu'eux au bout de l'enquête, au bout des choses. Et quand il se dit « j'ai peut-être trouvé un début de réponse », et quand le personnage principal se dit « mais oui, c'est ça, la fin est là ». Donc, très bien joué. Je veux lire la suite parce que le premier tome m'a convaincu. Dans un tout autre registre, mais qui m'a également fortement happé du début à la fin par son univers, il s'agit de Cœur du démon de Aidan Fox. Parce que, si vous avez vu dans mes précédentes vidéos où je vous parle de ce livre que j'ai lu, c'était incroyablement bien. J'aime beaucoup, comme je vous avais dit, j'aime beaucoup l'univers des enfers, revu par les idées des auteurs et diverses autrices qui refont ça à leur sauce. Et celui-ci, franchement, trop bien. Des personnages charismatiques, attachants, frustrants ou agaçants par moments, qu'on a envie de voir pourrir au milieu des cercles infernaux et d'autres qu'on a envie qu'ils sortent, qu'ils réussissent dans leur quête. Et je ne sais pas s'ils vont réussir parce que c'est le premier tome d'une duologie, je n'ai pas encore lu le second, mais j'avais adoré le premier. Et comme pour Que la mort soit douce que je vous avais présenté juste avant, nous avons des petits dessins qui viennent parfaire notre aventure, notre plongée au cœur des enfers, et ça apporte un petit quelque chose à chaque fois, et je trouve ça fascinant, passionnant. Et moi j'ai la version dédicacée avec des petits dessins en plus, mais regardez les détails, c'est un truc de folie. C'est incroyablement chouette.
Moi j'ai adoré cet univers, la plume qui est à la fois très dure, qui peut être cassante, mais tout le temps aussi addictive. C'est de la dark fantasy, donc pas à mettre entre toutes les mains. Mais moi en tout cas j'ai adoré, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite et fin dans le tome 2. On va rester dans le milieu un petit peu bourrin, un petit peu péchu comme ça, en passant par mon fameux running gag de 2022 que j'ai enfin découvert. Il s'agit de Wild de Nicholas Eames. C'est le premier tome, La mort ou la gloire. Et il est enfin sorti de ma palle depuis des siècles que vous le voyez passer dans tous les challenges littéraires de l'univers. Il était là et il est enfin sorti. Et je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps à le sortir parce qu'il était incroyablement jouissif, tellement bourrin, tellement prenant, tellement addictif. Il mêle la fantaisie, il mêle la baston, il mêle l'humour, il mêle la mort, il mêle plein de détails incroyables qui mènent à une épopée glorieuse ou mortelle, d'où le titre, mais tellement chouette. Je suis arrivée à la fin presque sans m'en rendre compte parce que je l'ai mais littéralement dévoré. Et maintenant j'ai envie d'aller acheter le tome 2. J'espère qu'il va pas mettre 8000 ans à sortir de ma palle comme le premier, parce que celui-ci, franchement, c'était abusé le nombre de d'années presque qui est resté dans cette palle, à prendre la poussière alors qu'il était fabuleusement bien. Moi, je me suis régalée. J'ai envie de lire le tome 2, j'ai envie de découvrir ce qui va se passer, parce que je me suis attachée à chacun des personnages, avec leur boutade, avec leur manière bourrine, avec leur air bourru, avec leur manigance, avec leur coups bas. Bref, je les ai tous adorés. Et franchement, maintenant, j'ai envie de lire la suite. J'ai envie de retrouver cette ambiance. J'ai envie de replonger dans une quête fabuleuse et palpitante avec ces vieux guerriers des vieux de la vieille, mais terriblement attachants et incroyablement charismatiques. C'était incroyablement bien. Dernier roman, mais pas des moindres, et on change radicalement d'univers. Adieu le bourrin, bonjour la douceur, le dépaysement, le feel-good et le cocooning. Vous connaissez ces mots que je vous répète à chaque fois que je lis quelque chose de cette autrice? Non, vous ne vous trompez pas, je vais glisser ici un petit inamuir avec le serment des Shetland, parce que c'était trop bien, parce que je ne sais pas si j'aime la romance maintenant, mais en tout cas j'aime ce que Tina Muir nous décrit dans sa romance à elle. Et c'est trop bien, en plus ça se passe en Écosse, oui, et en plus ça se passe en Écosse, c'est trop bien. Je veux aller dans ce pays, et je pense que si un jour j'y vais, je vais repenser à toutes les scènes qu'il y avait dedans, aux magnifiques paysages qu'elle nous décrit, aux températures glaciales et à l'ambiance venteuse, au froid, à la pluie, aux moutons, au poney Shetland, à ce fossoyeur bourru, mais terriblement attachant, à ces groupes de petites vieilles trop attachantes également, qui vont filer la laine selon une coutume ancestrale. J'ai envie de voir, en vrai, presque de toucher cette fameuse laine des Shetland, de voir les magnifiques œuvres qu'elles arrivent à nous créer, et en tout cas, même si je les ai pas vues en vrai, je les ai ressenties et je les ai imaginées à travers la plume de Tina, parce que c'était envoûtant, parce que c'était beau, parce que c'était un moment cocooning, et parce que c'était bien en fait. Et comme les précédents, je crois que c'était vraiment le top des maisons d'édition qui savent faire des très jolies mises en page, parce que regardez, là aussi, hop, ils ont mis un petit chardon trop mignon en tête de chapitre à chaque fois, et c'est terriblement chou. C'est un détail entre guillemets qui ne sert à rien pour la lecture, ça ne va pas vous faire aimer plus ou moins la lecture, mais c'est un petit détail qui a son importance, parce que moi je trouve que ça nous met bien dans l'ambiance scottish, et parce que c'est très mignon, c'est bien dessiné, et ça correspond parfaitement à l'ambiance du livre. Donc, lisez-le, fan de romance, fan de l'Écosse, fan d'un, on va dire pseudo-enemies to lover, parce qu'au début c'est vrai qu'ils se piffrent pas trop tous les deux, fan de secret également, je pourrais vous dire. Vous allez avoir ce cocktail gagnant dans le serment des Shetland, et j'ai pris l'habitude maintenant, je pense, de quand j'ai envie d'un livre où je me sens bien, quand j'ai envie d'un moment cocooning, ou quand le moral ne va pas et que j'ai envie qu'il remonte avec une belle lecture, je vais sortir un Tina Muir. Maintenant, c'est comme ça.
J'en ai 2 autres à lire qui sont là cachés derrière ma tête, qui n'attendent que d'être ouverts et découverts. J'en ai d'ailleurs un qui est dans ma palle du Cold Winter Challenge, il est temps que je le sorte parce que je veux le découvrir. Et je ne sais pas ce qui va m'attendre, mais j'ai le pressentiment que ça va être un énième moment cocooning en compagnie de la plume de Tina. Donc, merci de me faire rêver, voyager et apprécier à chaque fois des nouveautés. Dans le fantastique avec la dernière Anastasia, comme dans la romance avec le serment des Shetland. J'ai hâte déjà de faire ma prochaine découverte de Tina Muir. Et en tout attendant, je vous recommande celui-ci qui était vraiment incroyablement bien. Et on va terminer cette vidéo avec le dernier livre qui est une BD. Il s'agit de Noir burlesque de Marini. Parce que le dessin, parce que c'est terriblement beau. Et ça n'est presque frustrant de voir à quel point c'est beau. Les mises en scène, la couleur, qui n'est pas sans rappeler un petit côté un peu Sin City, entre ces pages noires, blanches, grisées, rehaussées d'un ton un petit peu rouge comme ça, dans les côtés un petit peu flashy de la chevelure de la jeune femme, ou de la bagarre avec le sang qui ressort, ou là d'un petit détail d'une pochette comme ça contenant des bijoux, bref. Très noir, très beau, très envoûtant. Moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai acheté le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Suite et fin de cette duologie que j'ai hâte de découvrir. Et rien que la couverture, j'étais retombée sous le charme du style de Enzo Marini. Enrico. Je viens de vérifier, c'est Enrico et pas du tout Enzo Marini. Donc j'étais donc retombée sous le charme de Enrico Marini, rien qu'en voyant la couverture du tome 2. C'est d'une beauté incroyable avec toujours ce noir, ce gris, ce blanc et cette touche de rouge comme ça, parsemée à travers les planches pour attirer l'œil du lecteur. C'est très chouette. J'ai hâte de connaître la suite de cette aventure. Ça me fait penser à un film un petit peu de gangster, et à un mélange voilà, entre un film d'Al Capone et Sin City. C'est un mélange pour moi parfait, que j'ai adoré, et que j'ai hâte de lire le tome 2 maintenant pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette saga et voir si elle me plaît jusqu'au tome 2 ou non. Noir burlesque conclut donc le tome 10 ainsi que cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si parmi ceux que je vous ai présentés vous en avez lu, si vous les avez aimés ou non, qu'on puisse échanger tous ensemble. En attendant, moi je vais le couper ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin, et je vous souhaite d'excellentes futures lectures. Allez, ciao!